Bonjour Mel. Bonjour Claudia. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Bonjour Monsieur Jobard. Bonjour. Bonjour mesdames. Que notre invité du jour et bienvenue à l'émission L'invisible vers la lumière qui est en partenariat avec l'association Au cœur de l'invisible. Finalement, ne concerne pas simplement le travail en lui-même, pas la tâche à accomplir, mais la façon dont on l'accomplit et la façon dont on se comporte au travail. Donc la frontière entre le monde privé et le monde intime et le monde professionnel est de plus en plus ténue. D'ailleurs, la preuve en est que maintenant, quand vous travaillez tout le temps. C'est-à-dire que vous allez regarder vos mails quand vous rentrez le soir, vous allez regarder vos mails le dimanche, vos mails professionnels, parce que bon, on ne sait jamais. Donc vous voyez, il n'y a plus de frontières ni entre privé ni professionnel, et ni entre espace intime ni espace professionnel. Donc voilà, les frontières se brouillent, et c'est la personnalité tout entière du salarié qui est mobilisée, parce qu'on va lui demander de s'impliquer, d'être réactif, d'être proactif, d'être agile, d'être résilient, d'être communicant, etc., etc., etc. Et ça crée un certain nombre de compétences, de conséquences, et ça influe sur l'état mental des salariés. Et c'est pour ça qu'on s'étonne, et tous les psychologues du travail sont unanimes là-dessus, on s'étonne de voir le taux de burn-out, ou de dépression, ou de bore-out exploser. Mais est-ce que vous avez amené une réflexion là-dessus, dans le dernier livre Crise de soi, où vous trouvez que c'est la psychologisation qui pourrait être aussi à l'origine de tout cette... finalement, quand aujourd'hui le management à la française, parce que par rapport aux études aussi, n'a pas les mêmes conséquences que le management à la japonaise, ou le management, si on prend les grandes sociétés de commerce, on va dire, de consommation, etc., où on n'est pas du tout dans la même vision des choses. Donc, votre description, moi je l'ai, personnellement, par rapport il y a 20-30 ans, le management n'était pas du tout le management d'aujourd'hui. Et c'est aussi la psychologisation de tout, à vouloir justifier peut-être tout, à vouloir conscientiser tout d'une certaine façon, qui peut peut-être amener aussi à ces dérives-là, non? Oui, bien sûr, mais si vous voulez, effectivement, il y a des écoles de management différentes. Mais on assiste à une forme d'uniformisation, c'est-à-dire que de plus en plus les méthodes de gestion, les normes s'internationalisent, les progiciels, par exemple SAP, s'exportent partout. Donc on considère qu'un certain nombre de méthodes de gestion et de management sont universellement valables. Parce qu'on se dit, on est dans une économie mondialisée. Si vous voulez, jusqu'à la chute du mur, il y avait deux modèles concurrents. Il y avait le modèle capitaliste et le modèle communiste. À partir du moment où le mur tombe, où le bloc de l'Est, l'Union soviétique, se disloque, il n'y a plus de modèle concurrent. Donc le modèle capitaliste, et donc néolibéral, devient le seul possible, le seul enviable, et du coup, il faut que les mêmes méthodes puissent s'appliquer partout, puisque c'est la même économie partout. C'est une économie mondialisée. C'est-à-dire qu'on sait très bien, par exemple, que l'élection du dernier président des États-Unis influe sur le cours de la bourse, qui d'ailleurs est monté, et l'influence de la bourse de New York pèse sur la bourse de Paris, sur la bourse de Tokyo, etc., etc., etc. Et de toute façon, maintenant, ce qui domine le marché, ce sont des groupes internationaux, ce sont des plateformes, ce sont des choses comme ça qui n'ont pas leur domiciliation bancaire ou sociale, elle est souvent de pure convention, des endroits où on paye le moins d'impôts sur les sociétés possible, donc en Irlande ou dans d'autres pays comme ça, par exemple, au Luxembourg, etc. Et donc, quand vous parlez de psychologisation, oui, mais ça a une source déjà très ancienne, parce que la psychanalyse déjà a frayé le chemin, c'est-à-dire que pour la psychanalyse, chacun a une histoire personnelle, chacun a des traumas, chacun a des désirs, et cette personnalisation fait que on va se conduire différemment en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de son rapport à son père, à sa mère, à sa famille, à son milieu. Et petit à petit, le vocabulaire même de la psychanalyse est devenu vocabulaire du courant, c'est-à-dire complexe d'Oedipe, refoulement, pulsion, fantasme, tout ça, ça fait partie de notre vocabulaire maintenant, ça s'est implanté. Et l'étape suivante, ça a été effectivement, et ça c'est le néolibéralisme, c'est un détricotage du collectif, c'est-à-dire qu'on individualise les carrières, on individualise les salaires,
et on fait en sorte que le problème éventuel qui surgit dans le monde du travail va être une question de personne, une question de comportement, et non plus une question d'organisation. Donc l'organisation en elle-même, on part du principe qu'elle est bien faite, et on ne va pas la remettre en cause. Et puisque tout a été individualisé, puisque le taux de syndicalisation a baissé, je crois qu'il est à 6% en France en ce moment, s'il y a quelque chose à changer, si vous êtes seul, vous ne changerez rien. C'est le collectif qui permet de changer les choses. C'est le collectif qui a du poids et du pouvoir pour éventuellement contrebalancer l'influence du management. Mais comme on a pris soin petit à petit au cours des années, encore une fois, parce qu'on est en concurrence tous les uns contre les autres, c'est une espèce d'état de nature, hein, avec la menace toujours du chômage, de la précarisation, du changement permanent qui font qu'on doit s'adapter, qu'on doit être employable, qu'on doit se former tout au cours de sa vie, on est dans des situations particulièrement instables en fait. Personne n'est assuré maintenant de garder son emploi très longtemps, sachant qu'en plus, il y a une forme de révolution permanente qui fait que voilà, des nouvelles méthodes apparaissent, des nouveaux logiciels apparaissent, il faut se former, il faut se mettre à jour, il faut changer. L'expérience qu'on a acquise au cours de nos années de travail ne sont plus considérées comme étant un gage de qualité, puisque on peut du jour au lendemain changer de paradigme. Et c'est ça aussi qui crée un monde instable, qui est très inquiétant pour les gens, parce que évidemment, le but c'est comme on a pris l'habitude de penser que tout repose sur nous-mêmes, il faut se débrouiller tout seul, il faut mener sa barque seul, et pas construire des collectifs, des contre-pouvoirs, comme ça a pu être le cas pendant un certain nombre d'années, parce qu'on parle des acquis, plutôt des conquis sociaux. Aucun conquis social n'a été le fait d'une seule personne, jamais. C'est une question de rapport de pouvoir. Alors on ne le dit pas, puisqu'on psychologise, puisqu'on dit que c'est simplement une question d'attitude, de savoir-être, etc. Non, c'est une question de pouvoir. Et le pouvoir, il fait partie de notre vie. Il est masqué très souvent, mais si on le nie, on passe à côté de la réalité des choses. Et malheureusement, toute personne qui a du pouvoir entend le garder, donc ne le cédera pas d'elle-même. Voilà. Il y a quand même un effet de paradoxal, parce qu'on dit on est individuel, mais on doit rentrer quelque part dans une conformité collective qui en fait est quelque part imposée. Quelque part, cet individualisme est un mensonge proprement dit, puisque entre guillemets, psychologiquement, on va nous travailler pour être conformiste au collectif en disant qu'on est individuel. Alors, je pense que c'est une question d'individualisme et d'individualité. Alors, oui, c'est vrai, mais c'est ça qui est un petit peu la subtilité, la ruse de l'histoire ici. C'est-à-dire que on est dans des sociétés, il y a un sociologue qui s'appelle Marcel Gauchet, par exemple, qui a écrit qu'il se trouve peut-être que pour la première fois, nous sommes en présence d'individus qui considèrent qu'ils peuvent exister en dehors de toute société. Ce qui est, quand on y réfléchit 4 secondes, complètement hallucinant. Mais on a petit à petit mis dans la tête des gens cette idée selon laquelle, je le disais, tout dépend d'eux-mêmes. Et comme ils sont en concurrence avec tous les autres, et comme grâce au développement personnel, ils arrivent par exemple à mobiliser toutes les ressources tapies au fond d'eux-mêmes, ils ne vont pas faire société. Ou alors ils vont le faire d'une façon très particulière, notamment par le biais des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va créer des communautés. Alors c'est un terme un petit peu qui a l'air très sympa comme ça, mais qui est un petit peu galvaudé, parce qu'en fait ces communautés-là, elles se fondent simplement sur une ressemblance. C'est-à-dire qu'on va intégrer telle ou telle communauté parce qu'on a tel ou tel point commun, telle ou telle passion, tel ou tel centre d'intérêt, mais c'est tout. Et à partir du moment où quelqu'un montre une différence au sein de cette communauté, soit il s'en va de lui-même, soit il en est exclu. Donc en fait, ce sont des communautés qui n'intègrent pas les différences, et donc qui sont source de richesse plus que d'ouverture, mais qui intègrent
des mêmes, des identiques. C'est une production de l'identique. Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais standardisation finalement. Voilà, c'est-à-dire que plus on croit se singulariser, en fait, plus on intègre des normes, puisque ça devient une norme en soi d'être un individu qui ne peut compter que sur lui-même. Et vous dites on. Alors c'est qui ce on? On. Eh bien, c'est difficile à dire parce que c'est pas un complot. Hein. Oui. C'est justement pour éliminer ça. C'est tout un tas. Alors, c'est à la fois l'air du temps. Voilà, l'air du temps, l'esprit du temps. C'est un modèle économique, c'est un modèle social, c'est un certain nombre de valeurs qui infusent dans la société, c'est un certain nombre d'acteurs. Alors, les acteurs, il y en a beaucoup. Il y a les producteurs de contenu, les plateformes, les éditeurs pour les livres, les influenceurs, tous ces gens-là, tout le monde en fait, nous-mêmes, parce que malgré nous, on contribue à ça. C'est-à-dire que oui, évidemment qu'on veut se différencier des autres, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être conformiste. Conformiste, oui. Voilà. Mais dans le même courant par contre. Mais oui, mais en fait, on l'est conformiste en pensant ne pas l'être. Oui. C'est ça, c'est pour ça que c'est un petit peu... c'est difficile de détecter ça, parce qu'on a plus on a l'impression de se différencier, et plus en fait, on répète les normes qui sont celles de l'individu autonome, c'est-à-dire étymologiquement, l'autonomie, c'est la capacité à se donner ses propres règles et ses propres lois. Donc on pense qu'on est autonome, on oublie qu'on vient de tel milieu familial, tel milieu social, telle région, tel héritage, que ce soit un héritage culturel ou un héritage génétique, puisqu'on est aussi déterminé par notre héritage génétique, mais on fait comme si tout ça n'existait pas, et comme si on pouvait se débrouiller seul, en piochant des ressources à droite à gauche. Le développement personnel c'est ça, l'ésotérisme c'est ça, on cherche des ressources un peu partout. Ça fait un peu rejoindre la mondialisation quelque part. Oui. En fait, c'est... On est citoyen du monde. On est citoyen du monde, effectivement, et puis entre guillemets, tout pourrait nous appartenir quelque part. Enfin, ce qui nous conviendrait le mieux. Oui, mais c'est adapté. On pioche. C'est adapté. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la résurgence du chamanisme ou du néo-chamanisme, qui est très en vogue en ce moment, ou de la sorcellerie, eh bien, le chamanisme, si vous voulez, ça existe dans beaucoup de régions du monde. Il y a des formes différentes, mais grosso modo, le principe de base, c'est que ça naît dans des petites sociétés de quelques dizaines, centaines de membres, qui vivent de chasse, de pêche, d'un peu d'élevage. Et le chaman, c'est celui qui va être là pour se concilier les esprits animaux pour que la chasse soit réussie, par exemple. Donc c'est un intercesseur entre les esprits de la nature et les hommes. Quand on nous parle de néo-chamanisme aujourd'hui, on ne va pas vous dire qu'il faut aller dépecer un animal, qu'il va falloir lui enlever son foie pour l'offrir aux esprits de la nature, par exemple. Ben non. Non. Mais non, parce que c'est pas écolo. Mais puis même, c'est tellement matériel, vous voyez ? Parce que le chamanisme, c'est ça, c'est très matériel. Mais on est dans des visions rêvées des choses. On est, par rapport à toutes ces pratiques qu'il y a, ou même ce développement personnel, c'est comme si on allait chercher un idéal, une vision des choses, une pensée. On pense le soi, on pense l'ego, on pense le moi, on pense les pratiques, en le sortant complètement de la réalité, du concret, de la matière. On est dans des pensées, on est dans des concepts. On n'est plus, en fait, il n'y a plus la notion de lien entre le spirituel dans le sens esprit. On recherche la raison, le logos, la recherche, la compréhension, l'argumentation, l'analyse. Il n'y a plus cette jonction, en fait. C'est soit on est un esprit, soit un pur esprit, mais pas en évitant le logos. Hein. C'est juste on est être subtil, complètement... Être de lumière. Voilà, être... Je cherchais, merci. Je n'osais plus le dire. Et on est être de lumière sans avoir conscience que on a besoin de manger, on a besoin de boire, on est des êtres humains, quoi. Mais
En fait, il y a toujours les deux aspects dans l'homme, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect matériel, concret, le travail, c'est au départ quelque chose de très concret. On transforme la matière. Et il y a l'aspect spirituel, l'un ne va pas sans l'autre. Mais la spiritualité, c'est quelque chose qui émane de soi, qui émane d'une société. C'est-à-dire que vous allez avoir une spiritualité musulmane, une spiritualité juive, une spiritualité chrétienne, ça existe. Mais ça n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas une création, c'est une émanation. Ça, c'est le produit d'une société et ça aura les traits de telle société à tel moment. Et maintenant, on parle de spiritualité parce que c'est un terme qui s'est tellement effiloché, qui veut plus rien dire et qui donc peut tout dire. Et spiritualité, surtout, ça s'oppose à religion, parce que religion, ça c'est pas bien du tout. La religion, c'est le dogme, c'est l'obéissance, c'est la hiérarchie, c'est l'obligation, et tout ça, on n'en veut plus. Mais cette spiritualité, elle est quand même religieuse, puisque c'est quand même une pratique exotérique, pour le coup, où il y a des rites, où il y a un dogme aussi. Pour être spirituel, il faut être ci, il faut être ça, il faut avoir tel comportement. Donc il y a quand même un dogme, il y a quand même des règles. Des règles. Non, parce qu'en fait, ce sont des règles qu'on choisit. Ce que je veux dire, c'est une création de dogme, en fait. C'est chaque, peut-être, je me trompe parce que vous avez peut-être plus lu que nous là-dessus. J'ai l'impression qu'en fait, c'est chaque communauté, quelque part, va créer son dogme spirituel. Ici, effectivement, quelqu'un d'autre qui a un autre dogme ou d'autres cultures ou qui ont cultivé d'autres choses ne pourront pas intégrer cette communauté-là. Mais c'est pour ça que, par exemple, un terme comme rituel est revenu à la mode. C'est-à-dire qu'on crée ces rituels, ces routines. On va tirer les oracles le matin avant d'aller travailler, c'est ma nouvelle routine. Mais, encore une fois, on retombe sur cette idée d'autonomie, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas qu'on nous donne des règles. Il n'y a pas un clergé qui va nous dire, voilà, il faut faire telle prière à tel moment, etc., etc., il faut se comporter de telle ou telle façon. Non, je choisis d'adhérer en fonction de mes préférences. Et c'est complètement différent. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus de gourous, du gourou 2.0 notamment, qui vont vous dire le matin il faut que vous fassiez ci, l'après-midi il faut que vous fassiez ça, et le soir il faut que vous fassiez ça. Si vous ne faites pas de méditation, vous n'avez rien compris à votre vie. Il y a quand même ces rituels, il y a quand même ces pratiques, il y a aussi cette hiérarchisation qui est peut-être pas dite, qui donne l'impression de ne pas exister et qui est pourtant présente. Et qui est très omniprésente aussi dans le développement personnel. Bien sûr. Mais en fait tout est lié. Mais vous voyez, c'est un rapport de face à face ou d'écran à écran. Vous voyez, vous vous sentez concerné personnellement, ça s'adresse à vous seulement, à votre individualité propre. D'accord, dans ce sens-là. C'est pas une paroisse, quoi. C'est pas une communauté. Et là on rejoint le truc, si vous êtes tombé sur moi, c'est que c'était une synchronicité, c'était pas le hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Oui, voilà, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Ça, le hasard, c'est la chose qu'on nie. Parce que ça veut dire qu'on ne contrôle pas et que les choses n'ont pas de raison d'être. Et ça, c'est quelque chose... Mais les religions naissent de ça aussi. Pourquoi on meurt? Il fallait bien donner un sens à la mort. Mais après, c'était à une époque, les religions sont nées, à une époque, il n'y avait pas forcément les explications, il n'y avait pas la science, il n'y avait pas tout ça. Il y avait besoin de trouver des raisons. Oui, mais vous pouvez être un scientifique et être croyant. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. La foi et la croyance, c'est pas pareil. Non, c'est deux régimes de vérité différents, mais qui peuvent cohabiter. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a acquis un niveau de rationalité comme jamais dans notre histoire que on n'a pas besoin de croyance. La preuve en est. On est dominé par un système technicien, mais c'est une donnée anthropologique. On a besoin de croire. Et au pire, on créera nos croyances. La seule différence, c'est qu'auparavant, ces croyances-là étaient héritées. On était membre d'une communauté, d'une église, d'une paroisse. Hérité ou éduqué? Oui, mais hérité et éduqué, c'est-à-dire qu'il y avait une imprégnation familiale, culturelle, sociale, etc. Alors évidemment, on allait à l'église aussi pour se faire voir et se faire bien voir, mais peu importe, je veux dire, la société valorisait ce type de comportement. Maintenant, on va on va choisir ce en quoi on décide de croire. Mais est-ce qu'on est dans la croyance? Est-ce qu'une croyance se décide?
C'est ça la difficulté, parce que suivant la Constitution, on a le droit de croire ou de ne pas croire. Mais à côté de ça, il y a la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'était fait à une époque, la loi sur la laïcité, c'était fait à une époque où il y avait 3 religions, on va dire, 3 religions monothéistes, qui étaient déjà ancrées dans le paysage, qui avaient déjà des ressources, etc. Et aujourd'hui, est-ce que, quelque part, ces nouvelles croyances, la Constitution ne dessert pas, en fait, la protection, ça évite pas ça évite de protéger, en fait, les personnes qui croient en tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'on croit en tout et n'importe quoi? Enfin, je pense que oui, on peut aujourd'hui dire qu'on peut croire à tout. Enfin, après, n'importe quoi. Cela va dépendre, je pense, de chaque être humain et de chaque personnalité qui est susceptible ou pas de croire. Ce que je veux dire, la croyance, elle naît de quelque part. Dans tous les cas. Elle naît d'une information, oui, d'une transmission, on va dire d'une expérience, mais c'est ou d'une psychose aussi. Ça ou d'une psychose, peut-être, pourquoi pas. Mais la croyance à l'origine, pas maintenant. Tu vois, je distingue de aujourd'hui. Quand tu vois les religions monothéistes sont nées par rapport à la tradition, tu prends la religion chrétienne, même pas chrétienne mais juive, est née la tradition qui était de Babylone, etc. etc. D'accord? Il y avait un lien entre l'ancien et le nouveau. Le judaïsme s'est construit sur ça. Après, il y a eu le christianisme qui s'est construit par rapport à la tradition. Mais il y avait, tu vois, il y avait une continuité. Aujourd'hui, il y a plus de continuité. Est-ce qu'on peut considérer ça finalement comme une croyance ou pas une croyance? Alors, la ressource, c'est ce qui s'est passé par exemple dans les années 60 avec le New Age, c'est de faire appel à d'autres spiritualités en prétendant qu'elles ont gardé une authenticité, une sincérité, un rapport avec la nature que nous, les Occidentaux, trop matérialistes, nous avons perdu. C'est pour ça que le yoga va apparaître en Occident, transformé. C'est pour ça qu'on va aller du côté du zen, du taoïsme, du bouddhisme. Tout ça, ça va arriver en Occident. Ça va être un petit peu, donc encore une fois, adapté, accommodé à la sauce occidentale pour que ce soit plus facilement assimilable. Mais on présuppose que voilà, ces traditions ont été préservées, donc elles sont pures, contrairement aux nôtres, et c'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur elles. Et l'étape d'après, ça va être de dire, en fait, toutes les religions, toutes les croyances se valent parce qu'elles ont toutes le même fond, qui va être une forme de bienveillance, une forme d'entraide, une forme de rapport à la nature, etc. Et on va arriver à synthétiser ce qu'il y a de meilleur dans chacune des religions pour en faire cette spiritualité, une espèce de... C'est un syncrétisme, vous voyez. On agglomère. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours eu lieu. Vous prenez l'Empire romain, par exemple. Bon, vous aviez le Panthéon romain avec Zeus, Athéna, enfin, Minerve et compagnie. Mais vous aviez aussi des rites qui étaient acceptés, des religions qui étaient acceptées au sein de l'Empire, le culte de Mitra, par exemple. Alors, les chrétiens, c'était un petit peu... C'était différent, c'était à cause du sacrifice, en fait. C'était un peu plus compliqué, mais c'est devenu quand même religion d'État au IVe siècle. Donc, vous voyez, on tolérait des différences parce que c'était un type de religion qui n'était pas du tout celui qu'on a connu à partir du christianisme. Nous, notre point de référence, c'est le christianisme, ou c'est l'islam, ou c'est le judaïsme, c'est-à-dire la foi avec un F majuscule, un Dieu, et s'il y en a un, il n'y en a pas d'autres. Donc les autres sont exclus, donc les autres sont hérétiques ou infidèles. Donc c'est un monopole qui doit s'imposer. Pour les Romains, ce n'était pas du tout comme ça. On avait une religion civique, la religion de la cité, on faisait des sacrifices, des offrandes aux dieux, mais on pouvait très bien croire en Mitra, on pouvait très bien croire au zoroastrisme. Il y avait aussi, les Juifs pouvaient exercer leur culte sans problème à Rome. Merci à tout le monde. Dans un monde en quête de sens et de vérité, où les ombres se mêlent aux promesses de clarté, l'association se dresse pour rassembler les voix entre ésotérisme et science. Elle éclaire nos choix. Osez parler des dérives, brisons les chaînes pour sortir de l'emprise. Ne laissons pas la peine au cœur de l'invisible. Développons l'esprit qui
événements se tiennent pour éveiller les esprits. Des ateliers de partage où la connaissance s'épanouit. Nous honorons les savoirs, mais restons vigilants face aux manipulations. Ensemble on est plus fort, assurément. Osez parler des dérives, brisons les chaînes pour sortir de l'emprise. Ne laissons pas la peine au cœur de l'invisible. Développons l'esprit critique pour un avenir clair où la conscience s'applique. Des événements se tiennent pour éveiller les esprits. Des ateliers de partage où la connaissance s'épanouit. Nous honorons les savoirs, mais restons vigilants face aux manipulations. Ensemble on est plus fort, assurément. Osez parler des dérives, brisons les chaînes pour sortir de l'emprise. Ne laissons pas la peine au cœur de l'invisible. Développons l'esprit critique pour un avenir clair où la conscience s'applique. Ne restons pas muets face aux illusions. Éclairons les chemins avec discernement. Pour chaque voix en quête, pour chaque cœur en détresse, nous bâtissons un futur basé sur la sagesse. Osez parler des dérives, brisons les chaînes pour sortir de l'enfer.